Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, diplomatic corps and national dignitaries extend heartfelt to President Paul Biya during the traditional ceremony at the Unity Palace today, January 10, 2025. Highlights will be yours tonight. Social Development Observatory fires back at the Central Africa Human Rights Defenders Network, Redac of Barrister Alice Com, claims a defamation and unveils evidence in fiery press briefing today in Cameroon's political capital, Yaoundé. Details of these stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome once again. The news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le chef de l'État a reçu ce jour les vœux du Nouvel An. La cérémonie s'est déroulée en deux parties. Une première partie consacrée au corps diplomatique et une seconde partie consacrée aux corps constitués nationaux. Retour sur cette cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État avec vous, Olivier Bouzike. Du 29 au 30 août à Yaoundé. Comme le veut la tradition, c'est le corps diplomatique qui a ouvert le bal au cours de cette cérémonie de remise des vœux au président de la République. Présent au Palais de l'Unité pour l'occasion, une cinquantaine d'ambassadeurs, consuls, chargés d'affaires et autres diplomates. À leur tête, le nouveau doyen du corps diplomatique, son Excellence Mostafa Bou, ambassadeur du Royaume du Maroc au Cameroun, en remplacement de Paul-Patrick Bifaut, ex-haut commissaire du Gabon au Cameroun, arrivé en fin de séjour en novembre 2024. Dans le message du corps diplomatique, il est revenu notamment sur le rôle clé que le Cameroun occupe dans la diplomatie mondiale. Il a salué les efforts du chef de l'État dans la résolution des conflits et défis qui interpellent le monde et particulièrement les pays africains. La tenue sur votre invitation, Excellence, le 16 décembre 2024 du sommet extraordinaire des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, qui a réuni les chefs d'État de ce groupement régional pour apporter une réponse adaptée aux besoins du développement durable, de la croissance et de l'intégration régionale, aux attentes des citoyens pour anticiper les besoins futurs en infrastructure afin de relever les défis, tous les défis du développement. En réponse au corps diplomatique, Paul Biya a réitéré son engagement et celui du peuple camerounais à maintenir un climat harmonieux et de paix avec les pays frères et amis, surtout face aux grands challenges internationaux. De dire que grâce au soutien de vos pays respectifs, la dite candidature a connu un aboutissement heureux. Je tiens ici à vous renouveler à travers vous, à vos gouvernements et à l'ensemble de la communauté internationale, mes sincères remerciements. Après ce message salué par les diplomates, à tour de rôle, ils ont serré la main du chef de l'État en lui adressant les vœux de leurs pays respectifs pour l'année 2025. Même rituel en deuxième partie, réservé cette fois au corps constitué, parlementaires, membres du gouvernement, partis politiques, société civile, forces de défense et de sécurité, chambres consulaires sont entre autres corps représentés durant cette cérémonie par leurs leaders. Objectif, souhaiter une chaleureuse année au chef de l'État, Paul Biya. On reste au chapitre politique. 2025, comme vous le savez, est une année électorale au Cameroun. Et à cet effet, la question d'une nouvelle candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle continue de susciter la controverse. Certains sont pour, d'autres pas du tout. Regard croisé des hommes politiques avec vous, Léla Ranganzeu. Alors que la question d'une nouvelle candidature du président de la République à l'élection présidentielle de 2025 continue d'alimenter la polémique, des voix s'élèvent désormais pour réclamer non plus seulement la mise à l'écart du chef de l'État, mais le changement de tout le régime, le système. Je pense que pour les observateurs avertis et pour ceux qui ont la maîtrise du terrain, ils se rendent compte de l'état de déliquescence de notre pays. Donc, c'est une question existentielle pour les Camerounais que ce régime puisse être mis hors d'état de nuit. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système.
le système est complètement dépravé. Et quand vous regardez l'ensemble des pans de la société au Cameroun, vous ne trouvez nulle part là où ça va mieux. Si vous regardez l'éducation, ça ne marche pas. Si vous regardez la santé, ça ne marche pas. Si vous regardez, je ne sais pas, les routes, ça ne marche pas. Si vous regardez les industries, ça ne marche pas. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut dire que le régime est complètement sclérosé. Et si vous regardez, par exemple, l'ensemble des projets qui, aujourd'hui, sont proposés par le régime RDPC, vous allez vous rendre compte que l'ensemble de ces projets ont complètement échoué. Si vous regardez les projets des barrages, vous avez complètement échoué. Si vous regardez, par exemple, les projets de construction des stades, nous avons complètement échoué. Si vous regardez les projets de construction des routes, nous avons complètement échoué. À côté d'autres avancent comme argument l'âge du chef de l'État, 92 ans dans quelques semaines. Les objectifs sont là. On a parlé de... Il y a l'âge. Et il y a les préoccupations sur la santé, parce qu'à cet âge-là, on ne peut plus avoir la santé complète. Et il y a des interrogations sur la capacité de gouverner. Les éléments sont... C'est factuel, nous voyons. Un argument balayé par la Constitution du Cameroun. Le président national est le candidat à l'élection présidentielle du parti. Ça ne se discute plus, je mets ça de côté. Maintenant, nous allons dans la Constitution du Cameroun. Et dans la Constitution, nous allons dans la loi électorale. La loi électorale. La loi électorale a prévu le minimum de l'âge requis pour être candidat. Mais la loi électorale, maître, vous êtes juriste, n'a pas prévu de fermer les guillemets à l'âge d'un candidat de participer à l'élection présidentielle. Donc je trouve très dérisoire lorsque les gens prennent pour argument l'âge du chef de l'État. Nous sommes des légalistes, je parle devant un juriste. La loi, c'est la loi. La Constitution, c'est la Constitution. Pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir au moins 35 ans le jour de l'élection, révolue. Nulle part dans la Constitution du Cameroun, Madame Ganze, il est écrit qu'un candidat de tel âge ne peut pas être candidat. Donc la candidature du président de la République, son excellence Paul Biya, reste ouverte. Deuxième des choses. Troisième des choses. Je pense que le président national du RDPC reste que plus jamais un homme de consensus. C'est-à-dire, lorsque vous observez, quel est le Camerounais qui aujourd'hui peut le plus, n'est-ce pas, fédérer les Camerounais? Nous sortons de l'élection de 2018. Le président de la République a gagné cette élection. Si à l'écoute du discours prononcé le 31 décembre par le chef de l'État, les uns et les autres affirment qu'il envisage fortement de se représenter en 2025, le ministre de la Communication, dans une sortie, fait savoir que non. Paul Biya, en temps opportun, fera savoir s'il se porte ou pas candidat à cette élection. Parlons droits de l'homme à présent. L'Observatoire du développement social, à l'origine de la plainte contre la PCA du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, RUDAC, monte au créneau. Au cours d'un point de presse donné hier à Yaoundé, le coordonnateur général de cet observatoire dit avoir les preuves de ce qu'il reproche au RUDAC et se plaint d'être victime de diffamation depuis la saisine du tribunal militaire de Yaoundé. Alors que la présidente du conseil d'administration du RUDAC est attendue le 14 janvier 2025 au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale, ODS s'exprime. Le coordonnateur général de l'Observatoire de développement social à l'origine de la saisine du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé dit avoir des preuves des faits qu'il reproche au RUDAC, entre autres atteinte à la sûreté de l'État, financement du terrorisme et des bandes armées. Cette saisine de nos autorités judiciaires est en effet motivée par des informations tirées à très bonne source qui démontrent, preuve à l'appui, une forfaiture manifestée des mises en cause dont copie via un support USB a été annexée à la dénonciation auprès du commissaire du gouvernement. Le responsable de cette organisation se dit victime de calomnie et de diffamation depuis le 18 décembre 2024, date de la dite dénonciation.
Une convocation judiciaire qui survient après 2 convocations administratives du préfet du Vouri non honorées par maître Alice Com après qu'elle ait brisé les scellés suite à la suspension des activités du REDAC par le ministre de l'administration territoriale. L'attitude méprisante et arrogante de maître Alice Com, tout comme celle purement opportuniste du professeur Maurice Kamto, à l'espèce sont tout simplement inopportunes et intolérables dans un pays de droit comme le nôtre. C'est pourquoi nous saisissons l'opportunité de cet échange avec les professionnels de la presse que vous êtes pour demander aux autorités judiciaires auprès desquelles nous avons esté en justice de bien vouloir déclencher l'action judiciaire y afférent afin que justice soit faite. Un point de presse est donné ce 9 janvier 2025 à Yaoundé par le coordonnateur général de l'ODS. Toujours au chapitre juridique, améliorer les compétences existantes et acquérir de nouvelles connaissances professionnelles. C'est l'objectif visé par le séminaire scientifique organisé ce jour au GECAM ici à Douala. L'Office de l'avocat dans la conformité des entreprises, c'est le thème retenu pour les travaux. Compte rendu Oyan Donkeng et Landriosa. Adepte de Saint-Yves, le patron des avocats, au-delà des compétences, il faut se former. Voilà qui a motivé un séminaire scientifique ce 10 janvier 2025, organisé par la promotion des avocats Boubacar Littoral. Les réflexions sont axées sur le thème « L'Office de l'avocat dans la conformité des entreprises ». Beaucoup d'entreprises se retrouvent en difficulté parce qu'un certain nombre de règles ne sont pas respectées. C'est l'occasion pour nous les avocats, de comprendre quel peut être notre rôle au sein de ces entreprises pour limiter, voire encadrer les risques opérationnels et les divers risques qui peuvent exister dans ces entreprises. Je le disais d'ailleurs, la conformité, qu'est-ce qui est conforme? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de limiter ou qui peut nous encourager à limiter un certain nombre de risques? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de retomber dans un certain nombre de dérives? C'est en réalité de ça qu'il s'agit. Le monde est en perpétuelle mutation, le droit aussi. Une formation permanente et continue devient donc nécessaire. Il s'agit pour le moment d'une introduction générale à la conformité pour permettre à l'avocat de se frotter à la compliance, qui est un nouveau marché du droit, une nouvelle niche juridique et une niche dans laquelle il a des prérequis. Mais l'objectif à terme est de faire des séminaires par secteur d'activité. Et nous allons inviter aussi des professionnels des secteurs d'activité concernés qui forcément auront aussi une plus-value à ajouter dans la conformité. Et nous avons visé 3 secteurs: la conformité en matière bancaire, la conformité en matière d'assurance et la conformité en matière médicale. La conformité des entreprises, nouvelle niche, qu'est-ce qu'il faut savoir et quel rôle joue l'avocat ici? L'avocat a des prérequis pour être acteur et formateur en matière de non-conformité. Pourquoi? Au quotidien, l'activité de l'avocat, c'est consulter les réglementations. Donc dans plusieurs secteurs, il maîtrise la réglementation. L'avocat peut anticiper sur les risques parce qu'il ne fait que ça. Lorsque l'avocat est face à plusieurs contentieux, au sortir du contentieux, il retient une leçon, qui est en réalité une mesure préventive pour l'entreprise, pour éviter les risques dans lesquels le client, objet du contentieux, est tombé. L'avocat aussi est un veilleur juridique, parce que c'est l'avocat généralement qui est le premier à détecter les innovations dans les nouveaux textes qui entrent en vigueur. C'est l'avocat qui maîtrise la courbe jurisprudentielle. Lorsqu'une nouvelle jurisprudence entre en matière, puisqu'il faut dire, dans la hiérarchie des normes juridiques, la jurisprudence occupe une place dans la réglementation. Donc, lorsque le juge, l'ensemble des juges de la Cour suprême ont pris position en assemblée plénière sur une question donnée, l'avocat est celui-là qui doit informer l'entreprise de ce que, concrètement au passé, voilà la nouvelle position de la jurisprudence sur la question, c'est-à-dire dans le cadre de la conformité de l'entreprise, voilà où il faut aller sur cette question donnée, parce que c'est celle-là que les juges de la Cour suprême ont décidé. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun qui a ouvert les travaux s'est dit satisfait et même impressionné par le dynamisme de ces jeunes avocats. Tout en saluant l'initiative de cette formation continue, essence même de la profession, il les appelle à appliquer cette conformité non pas seulement dans les entreprises, mais également dans la vie de tous les jours, davantage en santé, lorsqu'on sait que la corporation a perdu plusieurs membres des suites de maladies.
Une minute de silence a d'ailleurs été observée en leur mémoire. Let's listen to Ba Eric Ba, president of the Ba Council of the Ba Association, as he discusses the need for such fresher courses to be undergone by lawyers in Cameroon. He also visits the elective or talks about the upcoming elective General Assembly that will of the Cameroon Ba Association. The continuous training remains a core point to this Bar Council, and we have done it from the very start. Yesterday or the day before yesterday, we had a conference online with the members of the National Commission on Training talking about a program for the 2016 young ones who just came in. So this is just part of it. In English, it's compliance with the norms and regulations. As I said in my introductory speech, that this is one topic that cuts across. It is not only in the institutions, but even it's in our own day-to-day life. Compliance is all about rules and regulations, how you respect them. Yes. So the institutions these days, of course, you know, lawyers by themselves are nothing if we don't have our clients. And we have realized that there's a lot that is going on because the rules are not respected. That is just what we call compliance, the respecter of rules. Yes. The Bar Council will be convened before the 20th of this month, and the Bar Council will be making a pronouncement on that. Because the law says where there is a deadlock like we have, the Bar Council can be seized and the Bar Council can proceed. But I'm sure before the end of this month, a definite date for the General Assembly will be known. Let's delve into the world of Eric Moti, a Panabita stationed in the outskirts of Douala, in Bekoko to be precise. Well, he takes us through his job, the challenges and the benefits he gets to enjoy on a daily basis. With his trusted panel beating tools in hand, Cho Eric Moti breathes new life into vehicles, providing hope to drivers navigating the Douala-Kumba highway during breakdowns. I'm doing panel beating, so we are there now. We are struggling to arrange a garage. We don't have money, but we are struggling to advance the garage area. I've been doing it for more than, let's say, for 5 years. This native of the Northwest region operates one of the largest car repair shops on the outskirts of Douala, Bekoko, a business he started by chance with a friend. I can say that we started with one taxi before the other come, one by one. I think you get me very well. Yeah, so we started like play, like for example, me as my friend, we start like joke because I don't know how we start the garage, but we start like joke. So one of my mechanic come and meet me, and then my mechanic asked me that will this garage will release. I said we will release. We have to see it because it's only God can put hands. After dedicating 4 years to mastering his craft back as a young man in Bamenda, Cho sought better opportunities far from home. No, I learned it from Bamenda. Understand very well now. I learned it from Bamenda. I learned it for 4 years. So my patron, Afore of late. So I took 4 years to learn the job. Yeah. No, I lived Bamenda for 2003 because Bamenda is not going. We are forcing, in short, in Bamenda there's no job there. So we just manage to get something to eat. In Bamenda, I can say that when we walk to Bamenda, cannot pay. In Bamenda, people are not pay technical like Douala. I think you understand me very well. In Bamenda, they pay technical work less than Douala. For example, when they can pay technical work in Bamenda, just for example, I can take a car for 400,000. Douala, yeah. But in Bamenda, I can take it for 200,000 or 150. His garage, conveniently located along the road, serves vehicles from Douala and the Southwest region, though this accessibility poses risk for him and his 10 apprentices. Yeah, we have a lot of apprentices. We have 10 apprentices. We have 10 apprentices. So this area is along the southwest side. So this garage is very risky. So a car can fail breath up there in Yondoba and enter the garage. So we are still looking for a different place to establish. One day, as I go under the car to weather the exhaust, one private car lost a brakes
and come and meet me in garage. So I consider it's God who raised me up. While cautioning against open-air operations, Cho believes that panel beating is a rewarding career. Well, with this business, I can say that I can achieve the one that God have given me. If I can achieve 2,000 francs or 1,000 francs or 5,000 per day, it's only God can give me. So we hope on God. And I already benefit from my, let's say, I already benefit from my one car because I've already bought my one car. I have my one car. I've already benefit in these 5 years. I've already bought a piece of land in Bamenda. Yeah. In addition to being a skilled panel beater, he also drives trucks in the southwest region when needed. Le résumé de l'actualité africaine ce soir nous amène en Guinée, au Tchad, au Nigeria et au Soudan. Et c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. En Guinée, les militaires au pouvoir ont ordonné la cessation des activités des mouvements politiques non autorisés après l'annonce d'élections en 2025. La junte critique la prolifération des groupes politiques non reconnus et prévoit un référendum constitutionnel en mai. Après une attaque violente contre son palais, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a salué l'action de ses soldats. L'attaque a fait 18 morts parmi les assaillants et 2 militaires et des enquêtes sont en cours. Au Nigeria, les autorités de l'État de Kano lancent une opération pour sortir plus de 5000 enfants des rues, une situation exacerbée par la crise économique. Avec le taux de déscolarisation le plus élevé du pays, les précédentes tentatives ont échoué. Au Soudan, le gouvernement a introduit de nouveaux billets et forcé l'ouverture de comptes bancaires pour financer l'effort de guerre, mais cette mesure exclut une grande partie de la population. Les anciens billets et devises restent en circulation dans certaines zones et des commerçants dénoncent les restrictions. Still out of the country, a culmination of 6 days of mourning the death of former U.S. President Jimmy Carter concluded Thursday after the deceased leader was laid to rest in his home state of Georgia. Our foreign partners, The Voice of America, completes this story. In a rare moment uniting all 5 living presidents, the country said goodbye to the 39th President of the United States, Jimmy Carter, in official state ceremonies at the National Cathedral in Washington. President Joe Biden delivered the eulogy for a man he has known since supporting his 1976 campaign for the presidency. I was the first senator outside of Georgia, maybe the first senator, to endorse his candidacy for president. It was an endorsement based on what I believe is Jimmy Carter's enduring attribute: character. 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 The son of President Gerald Ford, Carter's Republican rival for the White House in 1976, also delivered a eulogy his late father wrote to honor his successor. Honesty and truth-telling were synonymous with the name Jimmy Carter. Jason Carter paid tribute to his grandfather's legacy as the founder of the nonprofit Carter Center, which fights disease, builds hope, and wages peace around the world. Essentially, he eradicated a disease with love and respect. He waged peace with love and respect. He led this nation with love and respect. A somber day that began in Washington ended in Carter's home state of Georgia, which welcomed him back on a final journey home to the town of Plains. Because this little town shaped him. Dot Paget, who worked on Jimmy Carter's Peanut Brigade of volunteers in his 1976 campaign for the White House, joined hundreds lining the streets of Plains to say goodbye to the man who was more than a former president to them. I've spent a lot of time with Rosa and Jimmy in this town, and I am so grateful that at this date and this time that I can be back and be with the family. President Carter put Plains in the spotlight for most of his life, and his final journey through the town he called home for a century attracted media and visitors from around the world. It is a sad occasion, and America and the world will be less well off because of the passing of Jimmy Carter. Former member of the Parliament of the United Kingdom, Sir Simon Burns, traveled from England to say goodbye to his friend Jimmy Carter. I think as the casket passed, the finality of the situation
really struck home. This was the last time we were going to see President Carter. Following a private funeral service at Maranatha Baptist Church, Jimmy Carter's hearse made one last procession through Plains, taking his casket to the edge of town, to the modest home he and Rosalind built in the 1960s, the place they called home after leaving the White House, and where they are reunited under a willow tree near the pond they fished in for much of their post-presidential life. Kane Fairbaugh, VOA News, Plains, Georgia. Ladies and gentlemen, that's the package we put together for you tonight. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Makeda Lydie. Au revoir, Ronnie Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.